Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, c'est Jeff. Et Luc de la chaîne Les Deux Pions. Et aujourd'hui, Luc, on se retrouve, ça faisait un petit bout pour faire un vidéo en vrac. Donc, on avait quelques jeux, plusieurs jeux en fait à vous parler. On a fait une sélection de 4 jeux. Et on va vous jaser de ça aujourd'hui comme à notre habitude, dans une atmosphère détendue. Je vous explique rapidement comment le jeu joue, puis qu'est-ce qu'on a pensé de nos parties. Juste avant, Luc, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est jasé en vidéo comme ça. Ça va bien après un automne de conventions, avec beaucoup de conventions. C'est le fun. Un moment plus tranquille de ce temps-ci. Oui, on mois en de septembre, hein? Septembre, octobre, là, septembre, octobre, novembre même, parce que début novembre, c'est intense. Là. Il y avait le Delirium ludique, il y avait le WJDS, la foire du jeu de Longueuil, qu'est-ce qu'il y avait à part ça, Ludicon? Même pendant qu'on se parle, pendant qu'on enregistre, il y a Estrijou qui se déroule. J'ai des amis là-bas. C'est vrai. Oui. Jeff Gauthier est là pour présenter Goblivion, entre autres. Fait que, bref, beaucoup d'événements ludiques. Je pense qu'on en a profité. Il y en a quelques-uns qui s'en viennent. Nous, on a une petite rencontre au chalet dans pas long. À quoi tu as joué dernièrement, juste de même, sans que ce soit dans les vidéos qu'on va, dans les jeux qu'on va parler aujourd'hui dans la vidéo, mais juste d'entrée de jeu comme ça? Bon, ma grosse hotness, excusez l'anglicisme de ce temps-ci, c'est Daituchi. Un jeu de Danny Garcia, même auteur que Barcelone, dans l'univers un peu de Bitoku. C'est très intéressant. Okay. Et un industrialisme qui essaie de faire de l'industrialisation éco-responsable, on pourrait le dire comme ça. Moi, j'ai joué à beaucoup de jeux de duel ces temps-ci, les jeux de duel qui ont sorti comme King of Tokyo Duel, Charlatan que j'avais pas essayé, Charlatan Duel, Lord of the Ring, Seigneur des Anneaux Duel, plein de jeux de duel. Je trouve que vraiment les jeux de duel sont rendus super intéressants. J'aime que c'est pas le même jeu. Ils refont vraiment comme quelque chose autour du jeu qui fait que c'est différent, l'approche est différente, puis c'est très intéressant de joueurs. Et là, je suis en plein milieu d'une partie d'un plus vieux jeu, entre guillemets, The Witcher, The Old World, qu'on a parti ici avec ma conjointe et mon garçon. Puis, c'est long, mais c'est le fun. Tabarnouche qu'on aime ça. Comme tu disais tantôt, c'est très thématique. Il y a un bon gameplay, mais il y a une bonne thématique aussi. C'est le fun. Bon mélange thème et mécanique de jeu. Là. Yes! Mais aujourd'hui, on a un line-up quand même super intéressant. On va parler de 4 jeux. Luc, est-ce que tu veux nous nommer nos 4 jeux aujourd'hui? On va vous parler de Pirates de Maracaibo, Stam Swamp. Très dur à dire pour des francophones. Hein? Eau profonde. Endeavor. Et Let's Go to Japan. Oui. 4 jeux quand même récents et intéressants. J'ai hâte de voir qu'est-ce que tu en as pensé. Alors, on starte ça sans plus tarder avec Pirates de Maracaibo, qui est, disons-le, dans le même univers que Maracaibo, un plus gros jeu qui est sorti il y a quelques temps. Donc, c'est dans le même univers. Il y a quelques éléments mécaniques qui peuvent se ressembler, mais c'est vraiment un jeu quand même différent. C'est un jeu surtout, à mon avis, qui est plus court que Maracaibo, Maracaibo peut quand même s'étirer en longueur et qui est aussi, en termes de complexité, un petit peu plus simple. On passe à peu près là, de Maracaibo, là, les gens, la première partie, ça va être 3 heures, 3 heures et demie de façon réaliste. Ouais. Tandis qu'avec Pirate, on est plus autour de 1 heure et demie. Ça, c'est comme une grosse amélioration. Là. Puis je dirais aussi, en termes là, de longueur, de durée, le tour de chaque joueur est un peu plus rapide aussi, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de downtime entre les tours. Moi, je me souviens, quand j'ai joué à Maracaibo, les tours, des fois, pouvaient être vraiment longs. Je jouais avec Simon, un ami, là, dans une convention, puis il y avait, je pense qu'il y avait 12 personnages minimum autour de son jeu, de son board, de son plateau. Quand il jouait ses tours, il activait à peu près tout ce monde-là. C'était interminable. J'avais le temps d'aller souper entre les tours. Fait que on était sur l'heure du souper. Donc, je trouve que Pirates de Maracaibo, lui, a amélioré cet élément-là. En gros, qu'est-ce qu'on fait dans Pirates de Maracaibo? On a un bateau pirate, évidemment, puis on va se déplacer sur des îles. Les îles, c'est des cartes. Puis on va se déplacer de 1 à 3 cartes, toujours en s'assurant de changer au moins une colonne. Puis quand on va arriver sur place, on va activer les actions de la carte et on va pouvoir acheter la carte aussi.
les deux choses qu'on peut faire sur une carte, dépendamment des types de cartes. On va soit pouvoir acheter la carte qui va nous donner comme des bénéfices, des fois immédiats, des fois à long terme, des actions permanentes, des choses comme ça, des scorings de fin de partie, ou on va sur les îles pouvoir activer un pouvoir, fait que justement, se servir de ces habiletés permanentes-là. Puis à chaque fois qu'on va arriver sur les îles aussi, on va pouvoir améliorer notre bateau. Ouais. Fait qu'on va mettre des cubes, puis on a un choix d'amélioration sur notre bateau. Puis, ça c'est quand même ressemblant avec Maracaibo. On améliore notre bateau. Je pense qu'ils l'ont même poussé un petit peu plus parce qu'il y a beaucoup de cubes à aller mettre sur le bateau. Puis il y a ce volet-là. Puis on peut aussi se déplacer sur la carte de Maracaibo, qui ça aussi ressemble beaucoup à ce qu'on a dans le jeu Maracaibo, où on a un petit bonhomme qui se déplace. Puis là où il va arrêter, on va faire l'action. Plateau là, de découverte. Oui, plateau de découverte. On va pouvoir passer des rivières. Exact. Le plateau d'exploration. Exactement. On va pouvoir débloquer différents bonus. Oui, ben je vais vous le montrer. D'ailleurs, ce fameux plateau-là, je parle, puis j'ai complètement oublié qu'on montrait des images dans cette vidéo-là. Hein. Fait qu'on voit ici le plateau. Là. Ceux qui sont habitués avec Maracaibo vont le reconnaître. Et il y a aussi des combats, Luc, qui fonctionnent avec des dés et on va aller récupérer des ressources. Puis il y a un système un peu de marché de ressources, de valeur des ressources, où quand on va voler ou prendre des ressources pour mettre sur notre bateau, bien, la valeur de chacune de ces ressources-là va diminuer. Mais quand on va arriver sur des îles et qu'on va faire des actions, on va rajouter aussi des cubes sur ces îles-là. On le voit ici, là, dans le haut ici. On va rajouter des cubes, puis plus il y a des cubes, bien, plus la valeur en points de ces ressources-là va être augmentée là, éventuellement vers la fin de la partie. Ce qui est super intéressant, c'est vraiment les cartes qui fait que quand on se déplace, on peut acheter des cartes et ça remet une nouvelle carte. Donc, le plateau, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment un plateau, mais le plateau va changer et ça va vraiment changer la partie tout le temps parce que ça va tout le temps bouger, donc ça ne peut jamais être pareil d'une partie à l'autre, c'est jamais placé. C'est sûr que les cartes reviennent, mais ne sont jamais aux mêmes endroits, donc on ne fait pas la même chose. Et l'autre élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que il y a un système un petit peu de course, le rattrape-moi, où on va se déplacer, mais le premier qui va arriver à Maracaibo va faire certaines actions, puis il va mettre fin éventuellement à la manche. Donc, si toi, tu t'es pas rendu, ben, tu ne feras pas tes actions à Maracaibo. Ce qui n'est pas mortel, c'est pas obligatoire. Ça veut dire que tu vas avoir fait plus d'actions sur les cartes. Mais quand même, des fois, ça peut jouer. Fait qu'on va essayer de. Il y a un petit peu là, chat et souris. Là, on va comme essayer de se rattraper, se pourchasser sur la carte. Une gestion de timing, parce que dépendamment de la vitesse que les gens vont avancer, tu vas avoir plus ou moins d'actions. Fait que ça va être important de doser, puis d'essayer de faire les plus marquantes, les plus importantes. Puis si finalement tu en as une de moins que tu vas faire, ben, que ça ne te dérange pas trop. Puis tu veux quand même, la case juste avant Maracaibo, c'est peut-être la case la plus efficace du jeu. Fait que tu veux au moins te rendre là. Parce qu'elle va te donner un choix entre 3 actions plus un upgrade de bateau. Puis les actions sont comme bonifiées en plus. Fait que ça, c'est comme important. Ouais. Aussi, un autre élément du jeu, puis là, je vais te demander une commande. Je sais pas si tu peux montrer ça. Je vais essayer. Des images là-dessus. Il y a aussi un système de contrats. Fait qu'il y a différentes actions qui vont nous donner des contrats. Puis, et voilà, c'est à l'écran déjà. Tu vois comme je suis efficace. Fait que... on va accumuler ces contrats-là. On part un au hasard au départ. On a un certain choix. Puis il y a une offre de 2. On peut en prendre au hasard ou dans l'offre. Puis ces contrats-là sont assez intéressants. Ils ont toutes 2 vitesses. Fait que soit qu'on réussit la partie facile ou la partie difficile pour encore plus de points. Puis il y a même un bonus si on en a réalisé 6. On va avoir un bonus de 10 points à la fin, ce qui est non négligeable. Oui, effectivement. Puis il y a même il y a un mode optionnel que moi j'ai bien aimé, j'ai utilisé où ce que tu vas partir avec plus de contrats, puis tu vas en sélectionner 2, je pense, au lieu de 1, ce qui permet d'avoir peut-être un petit peu plus de contrats au départ, là, faire une meilleure sélection au départ. Parlons un peu du matériel. Moi, j'ai un petit commentaire à faire au niveau matériel. Dans l'ensemble, le matériel, je le trouve correct. Il y a 2 éléments qui m'ont un petit peu chicoté dans le matériel. Je ne sais pas si tu te souviens, bien, c'est sûr que tu t'en souviens, mais les petits marqueurs ronds minuscules qu'on va mettre sur les habitations, entre autres si on achète des habitations, puis qui sont aussi des marqueurs de plus 50 points, sont vraiment minuscules, on va se le dire. Là. Ça n'a aucun sens. Tu peux perdre ça dans n'importe quand. Moi, ce que j'ai fait, j'ai printé une espèce de petit module dans lequel tu vas insérer les jetons puis tu vas le fermer, ce qui fait qu'ils sont un peu plus gros, plus faciles à manipuler.
Ça, c'était bonne idée. mon premier commentaire, là, un petit peu moins intéressant en termes de matériel. Et le deuxième, c'est que le jeu, vous le voyez à l'écran, là, ne vient pas avec un plateau. Donc, les cartes, on les place selon un schéma qui est écrit dans le livre. On les place, toc, 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 toc. Donc, il y a vraiment un schéma spécial particulier ou précis à respecter. Il y a des îles en carton et il y a des cartes qu'on va mettre tout autour. Sincèrement, j'ai essayé le jeu au Delirium Ludique. La personne avait le tapis parce qu'ils vendent un tapis à part, un tapis en néoprène avec tout pré-imprimé où est-ce que vont les cartes. J'ai trouvé que c'était absolument. Bon, là, je dis un grand mot, mais j'ai trouvé que c'était essentiel. Honnêtement, là, je trouve que c'est vraiment intéressant de l'avoir. Moi, avant ma première partie, quand j'ai acheté le jeu, j'ai acheté le tapis parce que je savais que ça le prenait. Puis, ils ne viennent pas. Le jeu ne vient pas avec un board. J'aurais aimé, sincèrement, qu'ils nous mettent un petit plateau en carton. Ça aurait fait le travail, puis on aurait pu su exactement où est-ce que vont les cartes. C'est juste plus agréable et plus facile. Puis en même temps, c'est comme la mer qu'il y a autour. Donc, j'ai trouvé que ça rendait l'expérience plus intéressante un peu. Ouais, c'est un coût de production plus faible. Le jeu est quand même facilement accessible au niveau du prix. Là. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il faut faire des concessions au niveau du prix. Là. Moi, les tapis de néoprène, il est super cool quand tu joues avec, là, mais moi, un tapis de néoprène dans une petite boîte comme ça, puis là, faut que tu le traînes à part. Moi, je déteste traîner à part un tapis de néoprène. Quand le tapis de néoprène, il va dans la boîte, ça me dérange pas. Bien, Luc, je suis d'accord avec toi, mais je vais te faire une confidence. Tu vas être content d'apprendre, Luc, que le tapis que je monte actuellement à l'écran rentre dans la boîte. Oh! Oui. Autre chose d'abord. Ah, voilà. Alors, ouais, non, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme là, c'est vraiment intéressant, mais tu le plies en quatre, tu le mets, il rentre parfaitement dans la boîte. Il y a pas beaucoup, tu sais, la boîte est grande, puis il n'y a pas tant de matériel une fois que tu as tout dépunché. Fait que ça rentre super bien dans la boîte, je te confirme, parce que j'ai un peu le même feeling que toi. Moi, avec, ça me travaille un peu, ça me gosse, pour dire une expression québécoise, quand le tapis ne rentre pas dans la boîte. Puis là, souvent, tu oublies, tu l'amènes en convention, ça ne tente pas d'amener 8 tapis. Fait que non, il rentre dans la boîte. Donc, pour moi, là, c'est un tapis parfait. Mais il aurait quand même pu se forcer puis faire un petit board en carton. Ça n'aurait pas coûté beaucoup plus cher. Mais si vous êtes intéressé par le jeu puis vous aimez ce que je dis, ben, peut-être que vous pouvez l'acheter. Il y en a disponible généralement dans les boutiques. Que les auditeurs doivent vouloir nous poser comme question qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que je suis mieux de jouer à Maracaibo ou à Pirate de Maracaibo? Qu'est-ce que tu penses de ça, Jeff? Ah, ben, c'est une excellente question, puis c'est la question à laquelle je voulais répondre, puis j'ai hâte d'avoir toute ton opinion. Puis j'ai l'impression qu'on n'aura peut-être pas la même opinion, j'ai hâte de voir. Mais moi, personnellement, j'adore Alexander Pfister, j'adore Great Western Trail, qui est très très haut dans mon top 30. J'ai beaucoup aimé Maracaibo, mais personnellement, étrangement, parce que Great Western Trail est quand même aussi long, mais j'ai trouvé Maracaibo un peu trop long entre les tours aussi. C'est pas un jeu que j'ai voulu acheter. J'aurais rejoué sans problème, mais je n'avais pas nécessairement un intérêt à l'acheter. Donc, Pirate m'intéressait parce que j'aimais quand même le thème et les mécaniques dans le jeu. Puis quand j'ai joué à Pirate, j'ai trouvé que c'était le sweet spot parfait pour ce que j'avais envie de jouer. Donc, moi, personnellement, j'ai acheté Pirate et je n'ai pas acheté Maracaibo. J'ai préféré Pirate pour sa rapidité, pour la rapidité entre les tours, puis le fait que je retrouve quand même certains éléments de Maracaibo que j'aimais. Donc, moi, c'est sûr que mon choix s'est arrêté sur Pirate de Maracaibo. Toi, Luc? Ouais, Maracaibo a déjà été mon top 1. Fait que avec Pirate, il y avait une grosse attente. J'espère. Plus maintenant, là, mais puis là, à jouer à Pirate, dans le fond, c'est quoi la différence entre les deux? C'est sûr, bon, la durée, ça, c'est la première affaire. Dans Maracaibo, tu peux développer une stratégie parce que tu gardes tes cartes dans les mains, tu peux les préparer, tu as plus d'éléments à aligner. Fait que c'est un gameplay plus exigeant. Tu vois les bonus de fin apparaître au fur et à mesure. Ou si tu joues avec les variantes, tu peux les voir comme toutes d'avance puis prévoir un peu. Tu as comme un flow de scoring de points. Mais je trouve avec Pirate, tu as le même flow. C'est moins compliqué d'upgrader ton bateau. C'est moins fiddly. Par contre, tu es beaucoup plus dans la tactique parce que vu que tu ne peux pas garder des cartes en main, ben là, ça veut dire qu'il faut que tu prévois un chemin, puis là, tu vas viser à long terme une carte que tu vois au loin, puis là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va y arriver avant. Fait qu'il faut que tu sois plus prêt à revirer en mode plan B, de te faire des plans. Mais j'aime ça autant. Mais c'est sûr, pour la durée,
je les aime les deux. Ils ont chacun leur bon côté, mais je sens que Pirate va sortir plus souvent que Maracaibo là, à partir de maintenant, parce qu'une durée d'1 heure et demie, là, ça passe tellement mieux avec bien du monde. Là. Ça le rend beaucoup plus accessible. Je pense que c'est ça le mot-clé, effectivement. Puis je l'ai sorti avec. Tu sais, il est pas dur à apprendre à des nouveaux joueurs, puis il est pas dur à prendre en main. Au début, les gens sont un petit peu. C'est nébuleux quand même. Bon, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Là? Mais après quelques coups qu'ils ont joué, ils sont partis, puis là, ils savent où ils s'en vont. C'est plus facile un petit peu de se projeter, là, d'avoir une stratégie, même si effectivement, il faut être très tactique, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir une stratégie, mais il faut s'adapter des fois parce que des fois, tu prends la route du bas, la carte que tu veux apparaît en haut, tu ne peux pas remonter, fait que ça va être peut-être au prochain tour si personne ne la prend. Il faut que tu t'adaptes un petit peu. Mais moi, j'aime ça, des jeux comme ça où tu dois t'adapter, où il n'y a pas une stratégie gagnante que tu peux répéter à chaque game. Je pense que toutes les stratégies sont bonnes, c'est-à-dire que j'ai vu des gens rusher la ligne puis pas nécessairement gagner. Donc, c'est pas vrai que parce que tu vas chercher les bonus de fin de manche, tu vas automatiquement gagner si les autres ne les ont pas eu. J'ai vu des gens faire le tour de l'île pour aller chercher les points de fin de game sur la petite minimap ici, gagner ou pas gagner, même je te dirais une partie épique qu'on a faite à un moment donné, on a joué très lentement, parce que tu sais, les scores, ça veut plus ou moins dire quelque chose dans le jeu-là, hein, parce que tu peux jouer une partie très rapide ou une partie très lente, où ce que tout le monde prend son temps, fait que les scores vont être modulés en fonction de ça. Puis on a joué une partie qui devait être probablement très lente, et la personne s'est rendue au bout de l'île. Et moi, je ne me suis pas rendu au bout de l'île, puis je n'ai pas non plus franchi la fin à chaque fois, mais j'ai acheté beaucoup de cartes, puis ça a fini 247 à 247. Égalité. À ce nombre de points-là, c'était n'importe quoi. Et là, qu'est-ce que tu sais, c'est quoi le bris d'égalité? Je me rappelle plus. Mais c'est sûr que tu t'en souviens pas, ça arrive jamais, ce jeu-là. Le bris d'égalité, c'est le nombre de trésors enterrés. Et la personne avait genre 1 ou 2 trésors de plus enterrés que moi, fait qu'elle a gagné sur le bris d'égalité. C'était magnifique, c'était épique. Puis je pense que j'ai eu une partie là, qu'on était tout à 1 point de distance de score avec des stratégies hyper différentes. C'est ça. All-in dans une stratégie, ça fonctionne, mais des stratégies hybrides fonctionnent. Il faut juste que tu doses, tu prends tes bons bonus, que tu sois opportuniste. C'est beaucoup d'opportunités, puis il faut que tu t'ajustes. Ça, il est bien le fun pour ça. Ouais. Il y a peut-être des gens qui vont dire le volet piraterie est peut-être un peu plus risqué parce qu'on roule des dés quand même. Ça m'est arrivé une partie où j'ai fait un peu plus de piraterie, puis je roulais les dés, puis ça me prenait par exemple le dé blanc. Je voulais vraiment avoir le dé blanc fort, puis c'est tout le temps les deux autres qui roulaient fort. Fait que c'était pas nécessairement, ça ne donnait pas. Fait que c'est sûr que ce bout-là est peut-être un petit peu plus axé sur la chance, mais tu n'es pas obligé de le faire. Ça peut être juste des fois aussi un hybride. Tu fais un petit peu de piraterie, un petit peu d'autres choses qui est plus que tu vas plus pouvoir gérer, mettons. Fait que, au final, moi, j'ai vraiment adoré Pirates de Maracaibo. Puis pour moi, il a pris la place que Maracaibo ne pouvait pas prendre parce qu'il était trop long, même si j'aimais bien le jeu. Fait que c'est un jeu que je recommande certainement. Et si vous êtes comme moi, un peu têteux, vous voulez avoir le tapis, ça se vend 30$ dans un magasin. C'est un peu cher, mais il rentre dans la boîte. C'est magnifique. Oh, tu vas me tenter d'être têteux vu qu'il rentre dans la boîte. Good. Fait que ça, c'est ce qu'on a pensé de Pirates de Maracaibo. On va passer à notre deuxième titre de la journée, qui est un jeu avec un thème unique et spécial qu'on n'a jamais vu dans les jeux de société et un thème de personnes que, de notre âge, Luc, peuvent comprendre, hein, les collections de timbres. C'est drôle parce que quand je joue dans mon club, dans mon coin, c'est tout le temps en même temps qu'une activité de collection de timbres qui se fait en simultané dans le même centre. Philatéliste, hein, c'est ça? À chaque fois que je joue ce jeu, je pense à eux autres. Là, oui. Un jeu qui est dur à dire pour nous, hein, Stamp Swap. Donc, à chaque fois que je dis ça, j'ai tendance à dire Stamp Swamp, mais c'est Stamp Swap, donc échange de timbres. Un jeu, c'est le dernier jeu de Stone Meyer Games. Un jeu je ne pense pas qu'il y en a eu d'autres après celui-là. C'est vraiment leur dernier gros jeu. Donc, c'est un jeu de collection de timbres et d'échange de timbres. Un jeu, je dirais, qui est très, très simple et rapide, qui joue de 1 à 5 joueurs avec un poids là, BGG de 2 sur 5. Moi, honnêtement, je l'aurais même mis à moins que 2 parce que c'est un jeu très, très simple. C'est surtout un jeu très rapide. Explique-nous, Luc, rapidement comment on joue à Stamp Swap. Ce jeu-là, à cause du swap, fait que c'est d'échange, fait que c'est basé sur la mécanique I Split You Choose, fait que
je concocte des groupes et tu choisis le groupe. Fait que l'essence même du jeu va aller là-dessus. On va avoir un lot de thèmes qui vont sortir, des thèmes qui vont être face visible, face cachée. On va après ça en prendre à notre tour jusqu'à temps qu'on ait 6 éléments. En plus des timbres, il y a aussi des cartes d'habilité, un jeton premier joueur qui peuvent s'ajouter. Puis après ça, on va faire 2 groupes, puis on va offrir ces 2 groupes aux autres. Fait que dans l'ordre du tour, le premier joueur va devoir aller chercher un groupe d'un autre joueur. Puis cet autre joueur-là, le groupe non choisi, va le conserver. Puis on va faire le tour comme ça, jusqu'à temps que tout le monde ait 2 groupes. Fait que toujours un groupe qui est choisi de quelqu'un, puis un groupe que tu vas conserver, que tu t'es préparé. Au préalable de ça, tu vas pouvoir te réserver un élément, mais qui est un élément non rare. Les éléments rares donnent beaucoup, beaucoup de points. Ouais. Puis c'est ça, tu vas pouvoir, toi, regarder tes éléments cachés, tout ça, préparer, puis après ça, tu vas placer ça dans un tableau, puis on va faire un scoring, puis on joue 3 manches comme ça. Ouais, les scorings, mais vas-y. Sur les timbres, il y a des points. Tu vas avoir une habilité de collectionneur, fait que toi, peut-être que les timbres d'espace te valent des points à la fin de chaque manche. Puis tu vas pouvoir en acquérir d'autres éléments de collection, tout ça. Puis, il y a 4 éléments de scoring de fin de manche. Tu vas en choisir un que tu vas bloquer pour les manches suivantes. Fait que tu en as 4 sur tes 3 manches. Fait que c'est d'essayer des fois, je ne scorerai pas le meilleur tout de suite, mais je vais me le préparer pour des manches suivantes. Puis à la fin de tout ça, on a comme des points de fin particuliers pour l'ensemble de collection, des systèmes de majorité et d'autres types de points. Puis on va collectionner celui qui va avoir le plus de points va gagner. Au niveau du matériel, je pense que c'est un jeu comme à l'habitude de Stonemaier qui est quand même très bien produit. C'est un jeu de qualité. Les composants sont bien. Je trouve les couleurs un peu fades, même si les times ils ont des couleurs quand même intéressantes dessus. Puis ils sont obligés d'avoir une couleur spécifique parce que la couleur a de l'importance dans le jeu. C'est un élément de pointage. Mais le trait de rangement, il est exceptionnel. Là. Pour jouer, là, c'est... Ouais. Ça va bien, il prend pas beaucoup de place. Si tu le mets à côté de toi, quand tu prépares tes séries de thèmes, ça va bien. Ça, c'est vraiment le beau côté du matériel. Ouais, ce que je trouve depuis quelque temps avec Stonemaier, c'est que on dirait qu'ils reviennent avec un graphisme que tu reconnais. Tu reconnais le graphisme de Stonemaier qui est assez basic. Je trouve qu'on dirait qu'ils ont. Je ne sais pas s'ils prennent un peu de la paresse dans leur graphisme et ils réutilisent des éléments qu'ils sont habitués d'utiliser, mais tu reconnais que c'est un jeu de Stonemaier. Puis je trouve que c'est très fonctionnel, mais c'est pas éclatant. Tu sais, des fois, on sort des jeux, on fait comme wow, c'est bien pensé, c'est beau. On va en parler, entre autres, là, de d'autres jeux que je trouve qui ont une production qui est différente, qui est colorée, qui est éclatante, qui est intéressante. Puis je trouve que Stonemaier a comme gardé la traque de on va faire à peu près toujours la même affaire. Moi, personnellement, ça me déçoit. Il y a certains éléments qui sont intéressants. Là. Tu sais, comme je regarde, les étiquettes sont bien faites. Les times sont quand même corrects, sont beaux. Mais tu sais, quand je regarde les cartes de pointage, les cartes d'objectifs, les cartes de spécialistes, mettons, très, très basic, très simple. Donc, ce côté graphisme, je trouve que ça coule douce un petit peu là, chez Stonemaier. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est un peu drabe. Les thèmes rares, par exemple, qui flashent, là, qui ont vraiment une surface, ça, c'est vraiment beau. Ouais. Par contre, il y avait une grosse commande. Là. Ils ont fait le jeu pour que les thèmes soient reconnaissables par les gens daltoniens. Fait que là, il y a comme toute une thématique pour comprendre c'est quoi les 5 couleurs, puis c'est quoi les 5 thèmes, parce qu'à un moment donné, tu vois comme un véhicule spatial, c'est-tu un véhicule ou c'est espace, mais par la forme du dessin, il y a comme un guide. C'est pas tout à fait clair, mais à un moment donné, tu commences à bien le comprendre. Puis il y a moyen de savoir, dans les cas douteux comme ça, c'est un thème de quoi finalement. Là. Mais c'est pas évident. Il aurait peut-être dû mettre juste une forme ou un truc... c'est pas rapport dans le thème, mais ils ont voulu essayer d'intégrer ça, puis je sais pas, c'est pas super réussi. On dirait que ça a mis trop de contraintes graphiques, puis là, ça a été difficile à faire quelque chose de beau. Parce que pour moi, là, Luc, là, un vaisseau spatial, mettons, là, c'est un véhicule. Fait que là, on a un problème. Ça va dans l'espace, puis c'est un véhicule. Fait que, mais
C'est ça, effectivement. Les petits times aussi infinis sont un peu mini, mais ils viennent boucher les trous. En tout cas, bref, au niveau graphisme, c'est correct, c'est fonctionnel. Là, il n'y a aucun problème. Mais c'est quand même, je dirais, c'est dans la lignée un petit peu des derniers jeux de Stone Meyer, c'est un peu plus basic, un peu plus ordinaire. Au niveau du gameplay, c'est un jeu, là, on va se le dire, qui est très rapide de façon surprenante. C'est-à-dire que faut que tu te dises, c'est pas plus long que ça. Fait que ça peut des fois surprendre quand tu prépares ta collection, tout ça. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu rapide, puis j'ai trouvé qu'on n'avait pas beaucoup de contrôle sur la game non plus. Parce que tu l'expliques un petit peu là, le split, comment il se fait. Tu vas chercher des éléments que tu ramènes. Tu vas chercher 6 éléments que tu ramènes. Puis tu vas après ça faire un split. Tu vas les mettre en avant. Puis là, tu vas les rendre disponibles aux gens qui vont venir les chercher. Fait que, à part un élément que tu peux réserver, essaye d'avoir du contrôle sur ce que tu vas avoir au final. C'est vraiment pas évident. Parce qu'au bout du compte, est-ce que tu prends les éléments que tu veux garder ou tu prends les éléments que tu veux donner aux autres? Donc, ceux que tu veux pas, parce que tu veux que les autres prennent les éléments que tu veux pour aller les chercher dans la deuxième phase. J'ai trouvé que ce bout-là était un peu difficile. C'est difficile d'avoir du contrôle sur ce que tu vas aller chercher. Puis l'autre élément, puis je vais te laisser parler de ces deux points-là après, pour voir si tu as perçu ça différemment de moi, c'est le placement des times dans ton livre à collectionner. Il n'y a absolument aucune contrainte de placement. Fait que c'est très facile d'aller faire les objectifs. Nous autres, on avait un objectif, par exemple, de faire le tour. Donc, celui qui avait fait le plus de côtés remplis avec des times faisait, 10 points par côté, un truc comme ça. Écoute, on l'a tout réussi. C'était vraiment facile à faire parce que les times sont tous carrés ou rectangulaires. Donc, c'est très facile d'aller faire le tour. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de contraintes de placement. Ce qui est difficile dans ce jeu-là, c'est que tu ne sais pas à qui va aller ton lot. Fait que quand, mettons, tu joues à un autre jeu que de I Split You Choose que j'aime bien, qui est de Great Split, tu sais ton lot, il va de quel côté. Fait que c'est facile de dire, je vais faire un super bon lot pour cette personne, puis dans ce qui va paraître des restants pour lui, je vais mettre mes bonnes tuiles qui sont bonnes pour moi, puis pas sur les autres. Mais là, vu que dans lui, tu sais pas à qui va aller ton lot, c'est plus tricky, là, tu sais, de faire ça. Des fois, tu vas attirer les super grosses dorures, puis là, ça devrait partir, puis là, tu dis, je vais gagner plus mes times, mettons, moi, c'est bon, je fais un point par véhicule, je vais me garder les véhicules. Il y a moyen de faire un peu comme ça, mais c'est moins... c'est moins clair que d'autres jeux d'I Split You Choose. Là. Placement des times dans ton livre? Oui, ça, c'est comme... la seule affaire, c'est que si tu commences à prendre trop d'habilités, à un moment donné, là, tu vas manquer de time. Mais souvent, les times te permettent... Les cartes d'habilité te permettent d'avoir d'autres times de plus. Fait que... c'est ça. C'est quand même assez facile. À un moment donné, c'est ça. Il faut que ça soit gros. Comme, mettons, les bordures, il faut que tu prennes des gros times. Ouais. Mais les times d'habilité, les cartes d'habilité, j'ai pas trouvé qui changeaient beaucoup la partie assez pour aller me garrocher dessus. Parce qu'il y a 3 manches. Fait que tu sais, 3 manches, tu prends ta carte d'habilité à deuxième manche, tu vas l'utiliser une fois, peut-être 2 fois si tu es chanceux. Fait que j'ai pas eu l'impression qu'il fallait absolument que j'aille chercher ça puis que ça allait être rentable au fil de la partie. Moi, j'ai joué une partie. Je peux te donner un exemple où ça a été super payant. Là, comme dans une des parties que j'ai jouées. L'habilité, c'était si tu faisais un lot de tuiles cachées, tu vas chercher une tuile supplémentaire. Dans ma partie, les grosses tuiles carrées valaient 4 points. Fait que moi, j'ai été chercher cette habilité-là au départ. À toutes les tours, j'étais me chercher une tuile carrée, une grosse tuile carrée supplémentaire. Fait que ça m'a fait beaucoup de times supplémentaires qui m'ont scoré des 4 points de plus à la fin. Mais c'est sûr qu'une habilité, l'habilité elle-même donne 2 points. Fait que c'est quand même, c'est pas rien. Là. Mais c'est sûr qu'au dernier round, c'est moins sexy d'aller les chercher une carte d'habilité. Et les times dorés sont très payants. C'est les times qui valent le plus de points dans le jeu. Et pour nous, ça fait souvent la différence, mais encore là, tu ne peux pas les réserver. Donc, quand tu réussis à obtenir un time doré, excuse-moi,
c'est presque un coup de chance dans le sens où le timing était parfait, quelqu'un qui l'a mis parce qu'il ne pouvait pas le réserver, tu es le premier à choisir, tu vas tout de suite le chercher. Puis en plus de ça, les thèmes dorés, parce que ça nous est arrivé dans une partie, c'est le bris d'égalité. Donc, nous, on a eu encore une fois, ça fait 2 fois que je parle de bris d'égalité aujourd'hui, hein, mais on est arrivé absolument égal dans les points et le bris d'égalité, c'était celui qui avait eu le plus de thèmes dorés. La personne avait eu la chance d'en avoir un de plus que moi, donc elle a remporté la partie. Donc, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de contrôle là-dessus non plus. Contrairement, par exemple, on parlait du bris d'égalité de Maracaibo tantôt, c'est quand tu enterres les trésors, tu as 100% du contrôle là-dessus, tu arrêtes à une place, tu enterres tes trésors, puis c'est réglé, là, tu sais. Fait que moi, ça m'a un peu... J'ai bien aimé, par exemple, les thèmes dorés. C'est comme un peu du miel. Là. Tu sais, tu vas me faire mon lot avec mon miel, puis là, je vais mettre plein d'autres affaires bonnes de l'autre bord. Là. Fait que tu le veux, mon thème doré, je vais ramasser tout le reste. Là. Ou quand tu es capable d'en ramasser 2, des fois, tu es chanceux ou il y en a un, mais il est comme à l'envers, puis là, tu peux pas le réserver parce que toi, tu le vois, c'est quoi. Fait que là, tu fais comme un peu un miel, puis là, il y en avait un autre dans mon autre lot, il était juste à l'envers, puis tu l'as pas pris. Fait que... Mais tu l'as dit, tu sais, c'est quand tu es chanceux. Tu réussis à en récupérer un caché. Hop, s'il est doré, personne ne le sait quand tu le récupères. Fait qu'à part, il y a un pouvoir qui permet d'aller voir des cartes cachées. Ça peut être intéressant, des thèmes cachés. Mais bref, c'est ça. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter sur le gameplay là, de Stamp Swap. Bon jeu, belle mécanique, mais ça n'a pas levé. La recette n'a pas levé, mais c'est moi. Je sais que comme ma femme l'a essayé au Ludicon, puis c'est son meilleur jeu de la convention, puis il y en a d'autres qui aiment beaucoup. Fait que je vous conseille d'essayer avant d'acheter. Ça dépend. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins. Moi, je vais dans le même sens que toi. Les parties qu'on a jouées, ça nous a laissé un petit peu sur notre appétit. Je vais le dire comme ça. Je trouvais qu'il manquait un peu de viande dans le jeu, un petit peu d'éléments gamer. C'est très, très basic. Donc, c'est parfait, par exemple, pour entrée de jeu, un jeu gateway, un petit peu, là, pour initier des gens au jeu, peut-être des personnes un peu plus... qui ont fait des collections de thèmes, puis que pour eux autres, le thème va les attirer. J'allais dire des personnes un peu plus vieilles, hein, parce que moi, les jeunes, ils n'avaient aucune idée c'était quoi un thème, là, tu sais. Mais c'est ça. Mais j'ai trouvé que ça m'a laissé sur ma faim un peu en termes de mécanisme de jeu. C'est très rapide en plus. Donc, tu installes le jeu, la game est finie, tu comptes les points. OK, c'est ça. J'ai trouvé qu'il manquait quelque chose à mon goût. Donc, oui, je pense que ta recommandation est bonne. Essayez-le pour voir si ça vient vous chercher, si ça comble un besoin que vous aviez dans votre ludothèque. On passe au prochain jeu? Yes, on passe au prochain jeu. Vas-y, on s'en va dans complètement ailleurs, hein? Oui, on s'en va dans les profondeurs de l'abysse maritime. On s'en va avec Endeavor Deep Sea. Oui, monsieur. Un jeu que j'ai acquis après avoir regardé une couple de revues. Puis je dis, finalement, c'est un bon jeu. Dans le fond, c'est la 3e version d'Endeavor, si on peut dire, parce que tu as eu Endeavor Age of Sails, qui est un excellent jeu, qui est très haut placé dans mon top 30 de meilleurs jeux à vie, que vous pouvez aller voir là, dans nos vidéos. Et maintenant, ils ont fait Endeavor Deep Sea, là, qui ont voulu, je pense, corriger ou ajuster peut-être certains éléments que les gens se plaignaient sur Endeavor Deep Sea. Je vais te faire la chronologie, dans le fond, des Endeavor. Le premier Endeavor, ça fait longtemps, tout ça. Quand ils ont décidé de faire une version Kickstarter, Age of Sail, avec l'âge de la voile ou l'âge de découverte, je ne sais pas trop. C'est pratiquement le même jeu que la première mouture. Ils ont fait quelques changements sur la carte. Ils ont apporté des modules supplémentaires, mais c'est pratiquement le même jeu, le même gameplay. Là, quand on arrive dans Endeavor aux profondes, là, on est rendu avec la même mécanique de fonctionnement de Endeavor, mais on est rendu sur un autre jeu. Okay? Fait qu'on n'est pas en train de... oui, on va explorer, mais on ne veut pas battre des châteaux versus l'autre. Fait qu'il n'y a aucun take date dans le jeu. Et voilà. Okay? Il y a beaucoup de coopération. Puis, mais au niveau de la mécanique de base, on a la même mécanique. Fait que si vous étiez habitué à Endeavor au début, bon, vous pouvez recruter un bâtiment. Là, vous allez pouvoir recruter un spécialiste.
Ce qui est le fun aussi, les spécialistes, c'est que dans la partie, tu vas pouvoir les améliorer. Ils ont un verso, tu vas pouvoir améliorer ce spécialiste-là éventuellement. Fait que selon ton niveau d'une certaine statistique, tu vas pouvoir aller chercher des spécialistes plus ou moins avancés. Tu vas gagner des rondelles utilisables pour ton tour, puis tu vas dégager des rondelles de tes spécialistes, ce qui va te permettre de les réutiliser. Fait qu'au niveau de ça, c'est des mécaniques qu'on connaît bien de Endeavor qui va, dans le fond, utiliser les 3 mêmes stats. La 4e stat, c'est ta stat de mouvement qui va te permettre de déplacer tes sous-marins de plus de cases, puis d'aller surtout plus profond. On va se retrouver avec un jeu avec 5 types d'actions. Fait qu'on va pouvoir déplacer nos sous-marins. Puis ce qui est le fun, c'est qu'à chaque fois qu'on déplace un sous-marin, on va gagner un bonus d'arrivée. On va pouvoir scanner. Fait que quand on va scanner, on va rajouter des nouvelles tuiles. Habituellement, plus on va rajouter des tuiles profondes, plus même juste en plaçant la tuile, ça va nous donner des bonus. Puis on va la setuper. Les tuiles ont différents types de gameplay, puis vont permettre une des 3 actions suivantes que je n'ai pas encore expliquées. Dépendamment de la tuile, il y a certaines actions qu'on va pouvoir ou qu'on ne pourra pas faire. Qu'on va pouvoir plonger dans la tuile pour aller chercher des jetons qui vont essentiellement nous donner des points de ressources de recherche. Avec ces points de ressources de recherche-là, on va pouvoir sauver des espèces. Fait qu'il va y avoir des tuiles où on va pouvoir sauver des espèces. Et d'autres tuiles où on va pouvoir faire des recherches. Il va tout le temps avoir une rivière de 4 cartes, puis on va pouvoir acheter ces cartes-là qui vont nous donner points de victoire, statistiques, amélioration. C'est souvent de cette façon-là qu'on va pouvoir améliorer notre équipage, nos membres d'équipage. Puis, on va aussi pouvoir travailler sur un plateau d'impact. Un plateau d'impact, c'est un plateau, si tu fouilles des images, je te fais travailler fort, il y a des pièces de bois en hexagone dessus que les gens vont placer. C'est comme un genre de développement. Mais à chaque fois que tu places un pion dessus, tu vas gagner différents bonus. Ça peut être des points de victoire, ça peut être des statistiques. Puis, ce qui est très intéressant, c'est que ce plateau d'impact-là, il y en a 10. Parce que dans le fond, au départ, on a 10 missions. Dans une mission, on a la mise en place, puis on a le plateau d'impact, puis on va avoir des points bonus à la fin de la partie pour différentes caractéristiques. C'est très rejouable. J'ai joué la mission 1, c'est facile, ça se développe bien. J'ai joué la dernière fois, j'ai joué la mission 6. Tu pars, tu n'as presque pas beaucoup de rondelles. Il faut que tu ailles chercher des rondelles, sinon tu t'en sors pas. Puis quand tu améliores un membre d'équipage, tu perds sa rondelle qu'il y a dessus, ce qui des fois est bon parce que tu vas pouvoir le réactiver, mais c'est une rondelle que tu aurais récupérée sinon. Fait que des fois, j'ai une rondelle de moins dans mon écosystème de jeu. Fait que c'est très technique. Puis c'est ça, ça fait aussi que chaque partie est différente. Tu peux jouer la mission 1, puis là, ça ne sera pas les mêmes tuiles que tu vas découvrir d'une partie à l'autre. Puis c'est ça. Au niveau aussi des bonus de synergie, on avait des bonus de synergie dans les premiers Endeavor où c'est quand tu étais de part et d'autre de la ligne de synergie que tu gagnais le bonus entre les deux. Là, on n'est pas là. C'est dès qu'il y a 2 personnes, peu importe c'est qui, les 2 joueurs vont gagner le bonus synergie. Puis si tu es là en double, tu le gagnes qu'une seule fois. Fait qu'on va vouloir partager. Oui, c'est ça, exactement. Je vais t'arrêter là, puis je vais tout de suite faire une confidence parce qu'on a décidé aujourd'hui de parler d'Endeavor Deep Sea, mais moi, je n'y ai pas joué. Alors, ça, c'est. Mais on a décidé quand même d'un commun accord d'en parler parce qu'on voulait jaser un petit peu, le comparer un petit peu avec Age of Sails, qui est dans mon top 30. Probablement que c'est un jeu que tu appréciais déjà, j'imagine. Je ne sais pas si tu avais déjà joué à Endeavor Age of Sails. Oui. Ouais. Bon. Ouais, j'avais le premier, puis j'ai racheté le Age of Sails parce que le matériel est tellement beau. Oui, vraiment. Les petites touches d'amélioration de gameplay valaient la peine. Dans Age of Sails, la principale chose que les gens peuvent se plaindre, c'est le fait qu'il y a un peu de take-that dedans, c'est-à-dire que tu peux attaquer les autres joueurs, c'est thématique, donc tu peux attaquer les autres joueurs pour enlever leur rondelle puis mettre ta rondelle à la place. Et il y a un élément un peu plus
compétitif ou un peu plus de timing où ce que tu veux avoir 2 rondelles collées pour aller chercher le bonus entre les deux. Ça, c'est 2 choses qui ont changé dans Endeavor Deep Sea. Ils ont fait ce qui est très à la mode, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé les éléments de confrontation pour mettre des éléments plus de collaboration ou plus gentils entre les joueurs, où ce que là, tout le monde se partage de bonus. Il n'y a personne qui s'attaque, il n'y a personne qui vole rien à personne. Donc, je voudrais que tu me parles juste de cet élément-là, Luc. Est-ce que tu penses que c'est vraiment une amélioration ou c'est plus une option? C'est-à-dire, si tu préfères un peu plus de confrontation, Age of Sail va faire la job, ou sinon, si tu veux l'enlever, ben, joue à Endeavor Deep Sea. Parce que moi, dans Age of Sail, juste avant que je te laisse aller, ça ne m'a jamais buggé parce que les attaques sont quand même coûteuses. Il faut que tu sois vraiment... Il faut que ça te tente d'aller faire l'attaque parce que ça te coûte cher, ça te coûte un précieux jeton rond de plus. Donc, tu ne vas pas attaquer les gens pour le fun, pour écœurer quelqu'un. Tu y vas parce que tu as besoin de cette place-là. Donc, il n'y en a pas tant que ça dans la partie quand même. Je te laisse aller. Ben, ça flippe l'interaction de l'autre côté avec une interaction positive. C'est dans le sens, des fois, là, tu t'en vas sur un plateau, puis là, il y a plein de bonus de liens comme ça, puis là, tu te dis, ben, j'aimerais... S'il y a quelqu'un qui veut venir avec moi, on va se flatter dans le dos, façon de parler, on va s'entre-donner des bonus. Fait que là, il y a comme une course pour s'entre-donner des bonus avant les autres. Fait que, ou des fois, tu y vas, puis là, finalement, personne vient, puis là, OK, ben... Finalement, il va falloir que je sois des deux côtés pour obtenir le bonus synergique. Puis les bonus synergiques sont vraiment, tu sais, des fois comme... je vais vous donner un exemple. Il y a une tuile où tu fais de la sauvegarde d'espèces. Puis c'est comme un étoile. Il y a comme un point central qui va te coûter 4 sciences à jouer là. Puis après ça, il y a des branches vers... des points, puis il y a des bonus de synergie. Mais les bonus de synergie, ils coûtent juste comme une recherche, un point de science. C'est sûr que te placer au milieu, si personne vient après, ça t'a coûté cher et tu n'as pas gagné tant de plus que ça. Mais si les autres collaborent, ça va donner beaucoup de choses. Puis il y a d'autres systèmes de collaboration. Il y a comme un aide de jeu, puis chaque tuile que tu vas sortir, il y a comme une petite histoire. Des fois, il y a une règle spéciale juste pour cette tuile-là. Comme il y a des tuiles que quand tu les remplis, tout le monde va pouvoir bouger gratuitement de là. Fait qu'on a comme tendance à vouloir remplir cette carte-là. Il y a d'autres que, mettons, c'est ça, tu vas avoir des mouvements bonus, tu vas pouvoir monter d'une stat de ton choix si on complète. Puis c'est tout thématique avec l'endroit. Okay. Comme il y a une carte qui s'appelle le fumoir, qui est très profond, mais vu que c'est comme de la fumée qui remonte, tu te déplaces facilement là-dessus. Fait que ça crée de l'interaction, mais à un autre niveau. Moi, globalement, j'aime plus ça. Moi, je suis capable de vivre avec l'interaction take-that négative, mais je le sais qu'il y en a que non. Fait que c'est sûr que quand tu invites du monde à ta table, de ne pas te poser de la question, tu sais que tu vas avoir de l'interaction, mais tu sais que tout le monde finira pas frustré. Je suis content de ça. Là. OK. J'ai 2 questions pour toi, Luc. Oui. Est-ce que tu as participé au Kickstarter ou tu as acheté la version retail? Version magasin? Moi, j'ai acheté la version magasin. OK. La grosse différence, à part les composantes de base, c'est que tu n'as pas le 5e joueur, qui est quand même intéressant dans ce jeu-là, parce que c'est le fun, plus il y a de joueurs, plus il y a d'interaction. Okay. Moi, je me suis pris mes pièces de mon Age of Sail maison, puis j'ai printé un board, puis j'ai quand même joué à 5 avec un board printé sur une feuille. T'as triché, mais ouais, c'est ça. Mais j'ai essayé de l'avoir disponible, mais il a juste le add-on. Là. Ouais. Puis c'est très compliqué, mais je me promets d'essayer que s'il revient disponible, de l'acquérir. Là. Juste pour le 5e joueur, ça vaut la peine. Autre question, parce que tu possèdes Age of Sail, le Endeavor Age of Sail? Oui. Puis là, tu possèdes aussi Deep Sea. C'est lequel le meilleur des deux pour toi? Est-ce que tu vas t'en débarrasser d'un? Est-ce que tu vas garder les deux? Les deux sont complémentaires ou ils sont exclusifs? Comment tu vois ça? Ben, c'est sûr que c'est tout le temps en trait de la nouveauté, mais j'aurais tendance à dire Deep Sea est meilleur. Ah, wow! Il y a des trucs, tu sais, comme... Un des fixes qu'ils ont fait, c'est que, tu sais, comme quand tu pars à Age of Sail, tu pars avec... Tu as le choix de 2 côtés de ton premier bâtiment là, qui vient à la mise en place. Le spécialiste qui vient à la mise en place dans Deep Sea,
c'est le chef d'équipe. Le chef d'équipe, il peut faire toutes les habiletés. Fait que t'es jamais mal pris à cause de ton chef d'équipe. C'est tout le temps ton chef d'équipe que tu vas enlever sa rondelle dessus en premier parce qu'il te permet une flexibilité. C'est sûr que le chef d'équipe, il va pas faire, par exemple, comme à un moment donné, comme Age of Sail, tu as des doubles actions que tu peux faire. Fait que ça, le spécialiste, il fait pas les doubles actions, mais il est quand même assez flexible, là. Fait que, puis c'est ça, au niveau du setup, il vient avec une POC, fait qu'au niveau, quand tu expliques le jeu pour la première fois, tu sais, souvent dans Age of Sail, j'aimais pas que, quand tu expliques le mécanisme d'enlever des rondelles sur tes bâtiments, ben, t'en as pas au début, fait que tu comprends pas, mais là, en setup, il y en a une dessus, fait que ça fait juste montrer quand tu fais une démonstration de premier tour de jeu. Fait que c'est des petits détails, ils ont pris soin de ça, ils ont fait attention. Pour revenir dans la version retail, le trait des spécialistes, il est tel quel que la version Kickstarter, parce que j'ai joué aussi avec la version Kickstarter. Les autres éléments, c'est plus les marqueurs sur les plateaux, puis le 5e joueur. Je pense qu'il y a quelques missions bonus dans la version Kickstarter, mais c'est pas une grosse différence, là. Okay. À part le 5e joueur, c'est pas la fin du monde, là. OK. Puis ben là, ça me fait quasiment de la peine parce que là, tu es en train de dire que c'est meilleur que Age of Sail, qui est dans mon top 30. Fait que là, je me dis, je voulais pas, je m'étais dit, hey, j'en ai pas besoin, j'ai Age of Sail, puis j'ai la grosse version là, Kickstarter avec tous les éléments, tous les add-ons, tout ça. C'est vraiment, c'est un autre jeu qui utilise la même mécanique. C'est comme si tu jouerais à un deck builder, puis tu aimerais jouer à un autre deck builder qui n'est pas le même jeu. Il faut le voir comme ça. Un peu comme Maracaibo et Pirates de Maracaibo qu'on parlait tantôt. C'est deux jeux dans le même univers, mais c'est pas le même jeu quand même. Il y a des mécaniques qui se ressemblent, ouais. C'est pas pareil. OK. Ben, c'est plate. Il va falloir que je me cherche une copie à cette heure. Mais là, l'affaire, c'est que moi, je vais vouloir une copie Kickstarter et il n'y a personne qui va vouloir le vendre avec une belle note de 8.3 sur BGG. C'est sûr que tout le monde va le garder. Mais si vous écoutez la vidéo et que vous avez un Endeavor Deep Sea Kickstarter à vendre, ben, contactez-moi à quelque part sur Messenger ou par courriel. Je vais être preneur, je pense. À cause de toi, Luc. Je suis preneur d'un upgrade kit. 5e joueur. Bon, Luc veut le 5e joueur, moi je veux la totale. Donc, ben, Luc, donc je comprends clairement avec tes propos que tu recommandes très fortement ce jeu-là, que ce soit en version retail, magasin ou en version Kickstarter. La seule chose, c'est que vous n'aurez pas le 5e joueur si vous avez la version retail. Donc, ça c'est bon à savoir, mais sinon, c'est un excellent jeu en termes de production et de mécanisme. Petit ajout, il se joue aussi en mode coopératif. Tu peux jouer solo, mais tu peux jouer coopératif. Puis essentiellement, ce que tu vas vouloir faire, c'est qu'il y a un certain niveau de réussite des conditions de fin de partie pour ton bonus, puis tu vas essayer de toutes les accumuler ensemble. Fait que j'ai pas encore joué. Je recommande à un fort nombre de joueurs de jouer en compétitif et à un faible nombre de joueurs de jouer en coopératif, même si je ne l'ai pas encore essayé. Okay? Mais il a l'air très prometteur. Super. Ce mode-là aussi. Excellent. Fait que c'est ce qu'on a pensé de Endeavor Deep Sea eau profonde. Et on passe à notre dernier jeu du line-up d'aujourd'hui. Et là, on s'en va. On était en eau profonde. Ben là, on s'en va au Japon avec Let's Go to Japan. Un petit jeu de AEG qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Avec, je dois l'avouer, une super belle production, honnêtement, un jeu qui m'intéressait. Le thème m'intéressait aussi. Un jeu où tu t'en vas marcher au Japon, dans le marché, te promener en fait, parce que tu vas faire du train, tu vas marcher, tu vas aller visiter des lieux touristiques au Japon. Tu vas aller visiter deux villes principalement. L'histoire de création de ce jeu-là? Non, mais je sens que tu vas me la dire. Vas-y. Oui. C'est des gens qui avaient préparé un voyage au Japon. Avant les années 2000, puis en 2000, il y a eu une pandémie. Fait que là, ils ne pouvaient pas aller au Japon. Fait qu'ils ont décidé de faire le jeu. C'est vraiment ça qui était à la genèse du jeu. Wow! J'espère que c'était des créateurs de jeux à la base. Ils ont-tu décidé, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas y aller. On va faire un jeu sorti de nulle part. J'imagine qu'il y avait de l'expérience un peu en arrière de la cravate parce que en termes de gameplay, le jeu est vraiment bien fait et vraiment intéressant. C'est un jeu de draft de cartes.
principalement. La mécanique principale, ça va être ça. À chaque tour, on va avoir une forme de draft qui va différer légèrement, où on va choisir des cartes qu'on va rajouter à chacune de nos journées de notre voyage. On le voit ici à l'écran, donc on a des... j'essaie de le montrer, là, des journées du lundi au dimanche, je me souviens pas, je pense lundi au vendredi. Lundi au samedi. Lundi au samedi. Puis on va voyager à chacune de ces journées-là, puis on va décider quel lieu on va visiter dans les 2 grandes villes du Japon. Et il faut être capable de changer de place, soit en prenant le train éventuellement. Puis si on n'est pas capable de prendre le train, bien là, on va perdre des points. Donc, puis on essaie de maximiser vraiment la position de chacune des cartes qu'on va mettre sur chacune des journées. On va visiter généralement 3 lieux dans une journée. Et il y a une seule de ces cartes-là qu'on va empiler une par-dessus l'autre. Ils vont donner toutes des points puis des petites rondelles de chacune là, qui vont permettre de scorer des cartes. Mais il y en a une seule des 3 qui va nous donner son scoring de bas de carte. Donc, on va pouvoir... Quand on va choisir les cartes, changer éventuellement laquelle on va conserver, mais on va essayer de garder la plus payante, mais surtout celle qu'on va être capable de faire. C'est vraiment la flexibilité parce que quand on va rajouter ces cartes-là, on n'est pas scripté. On peut ajouter une carte en dessous, au-dessus, à la journée qu'on veut. Puis c'est 3 cartes par journée. Puis c'est ça, on va devoir... Les cartes donnent des points, ils donnent des symbolismes qui vont eux-mêmes faire des points, mais surtout nous donner des prérequis pour être capable de scorer nos cartes de bas de chaque fin de journée. Puis c'est ça, les cartes de bas de fin de journée, ça va être important. Là. Si je place, mettons, une carte de bas, je me prépare une carte de bas le samedi, mais je sais que j'ai les 5 autres journées, plus même la 6e journée, pour accumuler ces icônes-là, pour être capable de répondre aux prérequis, tandis que mon lundi, j'ai juste 3 cartes. Là, fait qu'il ne faut pas que je prenne quelque chose de trop compliqué. Puis là, chaque journée a des icônes favoris. Quand je vais placer ma 3e carte de cette journée-là, je vais avoir accès à une zone bonus qui va me permettre d'aller chercher des icônes supplémentaires wild, des trains supplémentaires qui vont me donner des points et qui vont améliorer mon moral. Il y a aussi le système de morale, fait qu'on va pouvoir augmenter ou diminuer notre morale, soit par rapport à l'énergie ou par rapport au coût. Fait qu'il y a des cartes qui représentent des aubaines, ça va être un moral positif de coût, puis des cartes qui vont représenter quelque chose qui coûte un prix extravagant, bien, ça va être des icônes de morale, d'argent négatif. Sur ta track, ça va avoir le même impact, mais sur les prérequis, il faut faire attention parce que les prérequis d'éclair rouge et de liane rouge ne sont pas les mêmes. C'est ça. Puis le système de draft, au début, on va y aller une carte à la fois. On va avoir une série de rounds à 2 cartes sur 4, puis on termine avec une série à une carte sur 2. C'est ça. Oui, puis on voit les cartes sont en 2 couleurs. Les roses, c'est les cartes Kyoto et les bleus, c'est les cartes Tokyo. On va voyager entre ces 2 villes-là, mais on veut voyager efficacement, c'est-à-dire que tu veux essayer de faire une journée à la même place ou 2-3 jours à la même ville, parce que sinon, il faut que tu prennes le train. Tu peux avoir des billets de train. Si tu en as en masse, il n'y a pas de problème, tu vas pouvoir voyager entre les villes, mais si tu n'en as pas eu beaucoup dans la partie, bien là, tu vas perdre des points parce que tu vas être obligé de quêter ton billet. Puis il y a des cartes jaunes aussi qui sont des wild, là, qui comptent pour une ou l'autre. Donc, tu veux organiser, tu fais ton draft basé sur plusieurs facteurs, hein, on l'a dit, les icônes, parce que tu veux les bons icônes dans chaque journée pour aller chercher le bonus. On le voit à l'écran ici, le mercredi, c'est un icône de sushi vert. Il y en a 4, donc il va y avoir un excellent bonus ici, mais des fois, tu n'es pas capable de le faire. Tu veux avoir les mêmes couleurs dans la même journée ou plusieurs jours consécutifs pour ne pas trop changer de ville parce que ça coûte des trains. Et tu veux mettre les bonnes cartes pour scorer les bonnes affaires, aller chercher tes bons bonus de bas de carte. Ici, on voit dans le jeudi, imaginons que cette carte-là, c'est sa carte de bas de stack, là, de la pile. Bien, ça y prend 2 sushis verts. Bien, le mercredi, il y a déjà 4 sushis verts. Donc, il sait qu'il va avoir ce bonus-là. Fait que tu veux organiser tes affaires. Fait que le draft est super intéressant parce que tu as vraiment plusieurs choses à considérer quand même. Puis, tu as de la flexibilité aussi. Si tu te ramasses avec des cartes que tu ne sais pas vraiment ce que tu cherchais, mais tu as quand même 6 jours à compléter. Fait que, tu peux aller le mettre où tu veux. Tu n'es pas obligé de mettre tout ça à la suite. Donc, tu te dis, OK, je vais la placer là. Je vais essayer de chercher mes autres cartes pour pouvoir l'activer. Fait que c'est quand même intéressant. Puis tu peux éventuellement, tu dis, je ne serai pas capable. Fait que tu l'écrases puis tu mets une nouvelle carte avec un nouveau bonus que tu pourrais être capable de faire. Fait que j'ai trouvé le draft vraiment le fun.
Ouais, puis il y a deux autres mécanismes de mitigation dans ce jeu-là. C'est qu'éventuellement, on va acquérir des jetons de dossier. Puis les jetons de dossier, on peut les dépenser pour aller chercher 3 cartes supplémentaires. Fait que des fois, on tombe, on n'a pas nos symboles en fin de partie. On va aller chercher ça. Puis l'autre mécanisme de mitigation qui est super original, c'est que tu dis, mettons que tu as tes cartes, il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans. Mm. Je vais aller prendre une marche. Ouais. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a, puis je tomberai bien sur ce qu'il y aura à ce moment-là. Fait que de base, tu vas défausser tes cartes. Tu vas mettre une carte de la ville que tu veux de dos. Fait que des fois, ça peut t'aider à te créer un changement de ville. Puis, tu vas placer la carte de dos. Les cartes de dos, ils ont des effets très simples, très de base. Et quand tu vas résoudre ton voyage, tu vas te rendre compte en marchant, qu'est-ce que tu as vu. Tu auras le choix à ce moment-là de soit continuer ta marche, de le laisser côté dos, ou de le mettre côté face, puis de faire l'activité que tu t'es promené puis que tu as rencontré au hasard. Fait que thématiquement, c'est super bon. Là, les gens vont dire, oui, mais il y a du hasard, mais il y a des trucs pour jouer ça. Ouais. Il y a une journée qui synergise avec les bonus de morale. C'est excellent placer des marches dans cette journée-là parce que tu vas aller chercher ton bonus de synergie de journée, puis tu vas pouvoir virer ta carte, puis même si tu perds ton éclair vert, mais il y aura déclenché avant. Il y a comme des petites passes stratégiques pour faire les marches là, qui peuvent être très intéressantes. Oui, puis tu as les rondelles, là, j'ai oublié le nom, mais que tu déplaces sur une espèce d'échelle qui monte, que tu vas pouvoir aller chercher des points avec les symboles, puis tu peux les utiliser pour pouvoir combler des ressources qui te manqueraient. Donc ça te permet un petit peu de contrôle aussi, c'est cool, c'est bien fait. Euh, Moi, j'ai beaucoup aimé mon expérience, sincèrement. C'est Joe qui est arrivé avec ça chez nous à un moment donné. Puis il dit, hey, on va essayer ça, Let's Go to Japan. J'aimais le thème en partant. Puis les drafts, j'aime bien les jeux de draft. Puis je trouvais que c'était un jeu qui était facile à jouer. Tu sais, c'est agréable à jouer. Oui, il y a beaucoup de choses à réfléchir pour placer tes affaires, mais tu sais, tu drafts, tu dis, OK, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Je trouvais que le flow, le beat du jeu était très très bon. C'est un jeu qui n'est pas très long à jouer aussi. Ça se joue souvent en dedans d'une heure ou à peu près 1 heure. Donc, moi, j'ai bien aimé de mon côté, même si il y a un petit volet chance dans le jeu quand même. Mais tu sais, sur un jeu de 45 minutes, 1 heure, je suis capable d'accepter ça. Surtout qu'il y a un beau thème de même, puis très très bien illustré. Les cartes sont belles, puis ça nous donne le goût d'aller au Japon finalement. Je vais aller avec une grosse déclaration, un canon. Oh my God! T'as détesté, non? C'est ce que Faraway aurait dû être. Oh, OK. Hey, ça, c'est gros. Faraway, j'aime pas le fait que tu dois prévoir un gros bonus en amont de ta partie, puis après ça, de le remplir, puis tout ça. Là, c'est le fun. J'ai la flexibilité de mettre mes cartes où je veux. J'ai des moyens de mitigation hyper clairs. Fait que Faraway, j'ai plus souvent l'impression de subir ce jeu-là, qui est un jeu qui ressemble beaucoup parce que tu vas comme accumuler des icônes pour te donner des prérequis, tout ça. Mais là, j'ai tellement de flexibilité, puis ça suit le thème. Tandis que Faraway, y a-tu un thème? Fait que c'est ça. Fait que c'est le gros point de comparaison. Moi, j'ai aimé. On s'est amusé au Ludicon à prendre 2 copies puis à faire une partie à 8 où on tournait à 8 joueurs avec un seul paquet de cartes, mais le double des composantes pour le reste. Et ça fonctionne. Fait que si vous avez vous voulez jouer à Let's Go to Japan à 8, prenez deux copies, ça marche. On arrive assez serré dans le fond des cartes à la fin, mais ça marche pareil. Et puis, je regarde les images en même temps sur BGG, puis je vois qu'il y a des copies qui semblent être des copies de luxe avec des tapis en néoprène, des marqueurs, au lieu d'être en carton, sont en bois. Puis il y a même une journée additionnelle le dimanche qui est rajoutée à gauche avant le lundi. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette version-là. Oui, je l'ai vu. Oui, c'est ça, ça rajoute quelques cartes, tout ça. Il y a 2 extensions pour ce jeu-là. La première, c'est celle-là. L'autre, c'est de l'extension Passeport. Si vous essayez le jeu sur BGA, il est en alpha, je pense, présentement, mais elle est disponible. Fait que ça te donne un genre de mise en place alternative
différentes pour chaque joueur. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Là. Ça va donner un bonus. Y a-t-il un Kickstarter? Il y a des jetons en bois au lieu d'en carton, j'imagine. Oui, il y a eu un Kickstarter aussi. Ok, je ne l'ai pas vu passer, ça. Là. Fait que, moi, j'ai trippé. C'est vraiment un jeu. Là, je ressors ça facile. Je le joue sur BGA. Tout le monde ont aimé. Il y en a que j'ai vu des amis qui ont mis ce jeu-là comme étant leur meilleur jeu qu'ils ont découvert à la convention Ludicon. Fait que vraiment, c'est un jeu gros hit. Hyper sympathique, qui sort très très bien, tu l'as dit, qui est le fun, qui est plaisant à jouer. Tu sais, moi j'aime ça des jeux de même. Tu joues le jeu puis tu fais comme hey, j'ai eu du fun, je rejouerai tout de suite. Moi, c'est le feeling que j'ai eu après avoir joué à ce jeu-là. Donc, c'est un jeu qui va facilement ressortir, effectivement. Donc, je pense que si ça vous intéresse, c'est un jeu qu'on vous recommande fortement d'essayer ou même d'acquérir. Je veux dire, comme ma femme dit, c'est un jeu que tu te mords les joues. Quand il y a des discussions difficiles avec les cartes, là, ma femme a dit, c'est un jeu où on se mord les joues. Là. Oh, c'est quoi que je prends? Qu'est-ce que je fais? Ouais. C'est un bon jeu. Très bon jeu. Bien, Luc, c'est ce qui fait le tour de notre vidéo d'aujourd'hui. On avait quand même 4 bons jeux quand même à vous parler. On espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-nous des pouces en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Sonnez la petite cloche pour être averti quand on va publier nos vidéos, généralement à tous les lundis matins. Et laissez-nous les commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Même Luc, des fois, va sur YouTube et va répondre à des gens. Sinon, je le poke. Hey, Luc, quelqu'un qui te pose une question. Puis là, il va répondre. Fait que ça nous fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Mais sur ce, merci Luc. Hein, ça a été super plaisant encore une fois de te jaser. Merci Jeff de continuer à m'inviter. C'est le fun. Ah, t'es un régulier maintenant, Luc. Sois plus surpris. Puis nous, on se revoit très bientôt, Luc, au chalet. J'ai bien hâte. On s'est promis d'ailleurs une belle grosse game de hégémonie. J'ai hâte d'essayer ça. Je ne l'ai pas encore essayé, mais c'est dans ma liste. Fait que tout le monde, on vous salue. À la prochaine. Au revoir.